Il est 7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Ali Onaner qui est ambassadeur de Turquie en France. Bonjour Ali Onaner. Bonjour. Nous vous invitons, car il y a eu la rencontre cette semaine entre Emmanuel Macron et votre président Erdogan, pour faire baisser les tensions entre les deux pays. Parce qu'on rappelle quand même qu'Erdogan avait mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron quand le président français avait rappelé à l'ordre la Turquie sur plusieurs points. Intervention en Méditerranée, contre les Kurdes, et puis menace d'ingérence également de la Turquie en France pour la présidentielle 2022. Est-ce que le dialogue a vraiment repris et les tensions sont apaisées aujourd'hui ? Oui. Oui. Le dialogue a vraiment repris. Le dialogue a repris à partir du 2 mars, où les deux présidents se sont parlé en vidéoconférence pour la première fois, après cette période de tension que vous avez décrite, où il y a eu des déclarations dures qui constituaient à chaque fois des réponses à des positions que nous avons perçues comme étant hostiles en Turquie. Mais donc, le dialogue a repris, d'abord le 2 mars, par cette vidéoconférence, puis avec l'instruction des deux présidents, nos ministres des Affaires étrangères ont pu dialoguer à 3 reprises. D'abord au téléphone, puis à Bruxelles dans une première rencontre de l'OTAN. Et étape importante, le 7 juin, le ministre turc des Affaires étrangères a effectué une visite à Paris où ils ont pu longuement discuter de tous les sujets importants avec le ministre Le Drian, ce qui était une première étape pour bien préparer la rencontre entre nos présidents en marge du sommet OTAN. Et je pense que à observer la conférence de presse donnée par le président Macron après le sommet de l'OTAN, nous pouvons avoir la confirmation que cette rencontre Erdogan-Macron s'est bien passée. Et cela confirme aussi l'impression côté turc par rapport à le fait que les deux présidents aient bien profité de cette occasion. Ouais. Mais il y avait quoi ? Il y avait de l'incompréhension avant entre la Turquie et la France. C'était quoi ? Vous qui connaissez donc la Turquie, parce que évidemment vous connaissez le président Erdogan, mais vous connaissez très bien Emmanuel Macron, puisque vous avez fait des études avec lui en France, je crois, à l'ENA. C'était quoi alors ce problème ? Alors, le point de départ, c'est plusieurs questions régionales où les positions turques et les positions françaises se sont opposées. Ouais. Le point le plus important qui a été le point de départ dans les réactions que nous avons trouvées exagérées venant de France, c'est la Syrie. En octobre 2019, la Turquie a pris des mesures pour stopper l'avancée des terroristes du PKK au nord de la Syrie. Ouais. Et la France a très mal réagi. Mais nous ne comprenons pas cette réaction. Non, mais c'est-à-dire que aussi, on avait l'impression que la Turquie aussi voulait réprimer beaucoup les Kurdes, quand même, quoi. Les Kurdes qui eux-mêmes ont lutté contre les terroristes, évidemment, en Syrie. Hein. Alors, si vous permettez, c'est de là que vient l'erreur. Il ne s'agit pas des Kurdes. Les Kurdes du nord de la Syrie sont aujourd'hui réfugiés en Turquie. Parce qu'ils ont été chassés de leur territoire par les terroristes du PKK. Il s'agit des terroristes du PKK, reconnus comme tels en France aussi, qui, malheureusement, sont utilisés comme des mercenaires par nos alliés en Syrie. Et le point de départ de notre désaccord très important, c'est que la Turquie considère que la coopération de nos alliés, la France y compris, avec les terroristes du PKK, est comme un poignard dans le dos de l'allié turc. Nous ne l'accepterons pas. Bon, et sur l'ingérence turque dans la campagne présidentielle française, Emmanuel Macron, il disait qu'il avait des craintes très fortes qui étaient avérées, etc. Et vous, qu'est-ce que vous lui répondez, le président Erdogan ? Alors, je réponds au président Macron avec grand respect qu'il a sûrement été induit en erreur pour avoir de telles affirmations. Il a eu des rapports officiels des services de renseignement. Il a eu ces rapports, ces informations qui l'ont induit en erreur. Alors, premièrement, la Turquie n'a jamais eu, n'aura jamais de pratique d'ingérence dans une quelconque élection à l'étranger.
ensuite... attendez. Par exemple, en Allemagne, en 2017, il y avait eu des consignes qui avaient été lancées pour que la communauté turque vote plutôt contre Angela Merkel. Ça, c'est des déclarations à l'époque qui ont été interprétées de cette façon-là. C'est un contexte différent. Il n'a jamais été le cas en France d'une quelconque influence de la Turquie pour une élection. La Turquie n'a pas cette pratique. Et il n'y aura pas de consigne de vote alors pour 2022. Bien sûr que non. Et en plus, pour bien comprendre le caractère complètement illogique de cette accusation, il faut voir les candidats et les partis politiques en France. Il n'y a pas un parti politique qui soit plus pro-turc que les autres en France. Donc, même si la Turquie avait de telles pratiques, ce qu'elle n'a pas, quel intérêt elle aurait de soutenir un parti par rapport à un autre, puisque aucun n'est plus pro-turc que les autres. On dit que le président Erdogan a des visées expansionnistes. C'est vrai ou pas et on le voit en fait dans la région, autour évidemment de la Turquie. C'est important de parler de cette perception erronée. C'est pas si erroné que ça à travers certains faits. Mais je vais essayer de vous expliquer. Quand on a la tentation de faire ce commentaire, on pense parfois à la Libye, à la Syrie. Et quand vous regardez ces deux questions régionales, la Turquie n'a jamais eu d'initiative d'elle-même. Dans chacun de ces cas, elle a été obligée de prendre des mesures suite à une déstabilisation de cette région qui date du printemps arabe. La Turquie avait les meilleures relations avec la Syrie jusqu'en 2011, mais c'est le printemps arabe que la Turquie n'a pas causé, qui est arrivé jusqu'en Syrie pour nous mettre face à la plus grande crise du monde à nos frontières. Donc, la Turquie est obligée aujourd'hui de prendre des mesures pour empêcher que ses alliés viennent coopérer avec les terroristes à sa frontière. Ali Onaner, autre source de tension évidemment avec la Turquie de la part de la France, c'était autour des caricatures de Mahomet. Si elles venaient de nouveau à être publiées, est-ce que vous les condamneriez ? Au sujet des caricatures, les positions qui ont été prises par la Turquie ont toujours été très claires au sujet de Charlie Hebdo. J'aime rappeler à ce sujet que le Premier ministre turc, à l'époque, a participé à Paris à la marche pour Charlie Hebdo. Donc, la Turquie respecte totalement la liberté d'expression, la liberté de faire des caricatures, mais... on dit qu'en Turquie, en revanche, il y a, selon les observateurs des droits de l'homme et tout, il y a un recul de la liberté d'expression quand même chez vous. Il y a eu beaucoup de répression. Alors, vous faites peut-être allusion à des mesures qui ont dû être prises après 2016 contre une organisation infiltrée dans l'administration qui a tenté de faire un coup d'État en Turquie en 2016. Et donc, les mesures qui ont été prises contre les coupables de cette tentative de coup d'État, où des centaines de personnes ont été tuées en une nuit, les mesures qui ont été prises ont parfois justement été présentées comme une partie de ces gens-là, comme des atteintes aux droits de l'homme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les droits individuels de n'importe quel citoyen turc sont garantis au même titre que les autres Européens. Ce n'est pas ce que disent toutes les associations en fait, des droits de l'homme. Parce qu'il faut noter que la Turquie est membre fondateur du Conseil de l'Europe. Et donc applique la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, comme tous les autres citoyens européens. Le président Erdogan disait aussi qu'il y avait une haine anti-islam, anti-musulman en France. Est-ce que vous, qui êtes justement aussi en France, vous le constatez ? Je constate qu'il y a aujourd'hui un débat autour de l'islam en France et que différents points de vue sont exprimés. Vous aussi, je suis sûr, avez parfois l'impression que certains des points de vue exprimés dépassent les limites. Mais c'est un débat, il faut suivre ce débat. Et en tout cas, si, depuis l'étranger, des commentaires et des inquiétudes par rapport à cette discussion au sujet de l'islam arrivent en France, il faut tout simplement avoir de l'empathie
et essayer de comprendre pourquoi, vu de l'étranger, ces débats autour de l'islam peuvent parfois choquer. Oui, mais c'est quoi les limites alors justement que vous évoquez là? Il ne faut pas que les débats autour de l'islam se transforment en une forme de racisme ou de rejet anti-musulman. C'est la limite. Ensuite, parce que vous estimez que l'islam est maltraité en France, par exemple, quoi. Non, c'est pas mon constat. Non. Mais c'est justement pour tenter de ne pas, comme vous dites, maltraiter l'islam en France que les autorités, les acteurs de la société civile débattent sur la question. Mais dans le cadre de ce débat, parfois, nous rencontrons malheureusement des points de vue qui sont difficilement acceptables. Oui. Question avec Cécile de Ménibus. Oui, vous évoquiez tout à l'heure le Conseil de l'Europe, et en mars dernier, la Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, donc qui traitait sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est une grande cause nationale en France, est-ce que ça veut dire que c'est un recul pour les femmes aujourd'hui ? Merci de poser cette question. Non, ce n'est pas un recul pour la lutte contre la violence faite aux femmes, parce que aujourd'hui la Turquie, depuis 2010 puis 2014, a le cadre juridique le plus fort au niveau national comparé aux autres partenaires européens, aux autres membres du Conseil de l'Europe que nous avons. Le retrait de la Turquie de cette convention a, je le constate, un effet symbolique qui pose des questions. Pour bien comprendre, il faut regarder le cas des 6 membres de l'Union européenne ou des 11 membres du Conseil de l'Europe qui ont catégoriquement refusé de devenir partie à cette convention, pays européens dans lesquels il y a eu un débat très vif par rapport aux excès et aux déformations de cette convention, aux articles qui ne traitent pas... Quelle déformation, c'est-à-dire des articles qui, au moment de la négociation, ont été détournés de l'objectif principal qui est de lutter contre la violence faite aux femmes, et qui ont été, si vous voulez, écrites pour pouvoir être utilisées par d'autres groupes d'intérêt. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ces mêmes débats ont eu lieu dans 6 pays membres de l'Union européenne, 11 pays membres du Conseil de l'Europe, qui ont rejeté ce texte. Mais là, cela dit, on parlait aussi de la Turquie, quand même, monsieur l'ambassadeur. C'est pour vous dire que il n'y a pas plus d'inquiétude à avoir par rapport à cette convention en Turquie que... Mais vous comprenez qu'on puisse être inquiet. Je le comprends, c'est pour ça que je vous explique qu'il n'y a, à part le côté symbolique de la chose, aucune inquiétude à avoir, parce que le cadre législatif aujourd'hui appliqué en Turquie est beaucoup plus avancé que la moyenne des pays européens. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien que le président Erdogan, justement, s'exprime sur ce sujet, justement, pour les pays européens qui, eux, luttent fermement contre ces violences ? Le président Erdogan a toujours pris position contre toute forme de violence faite aux femmes. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Il faut observer les mesures prises en Turquie, l'application de ce cadre législatif et tous les efforts que nous faisons. Pour dans les violences faites aux femmes, il y a parfois des violences qui peuvent être aussi psychologiques. On se souvient par exemple du traitement infligé à la présidente européenne qui n'avait pas pu s'asseoir. Alors, vous faites... Non, mais voilà. Alors, dans ce cas précis, les observateurs ont fini par comprendre que l'erreur de protocole qui a causé cette situation appartenait uniquement, et c'est triste de le dire, à Madame van der Leyen, dont l'équipe de protocole était absente en Turquie, n'a pas fait son travail, et c'est inacceptable que Madame van der Leyen elle-même, ou que son équipe incompétente, puisse oser accuser la Turquie sur cette grave erreur de protocole dont ils sont totalement responsables. Merci, monsieur l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner, qui était notre invité ce matin sur Sud Radio.